Au niveau des moteurs, quand le poisson arrive au niveau de moteur, on peut le. Alors je sais pas la référence, ça fait comme une gaffe mais inversée. Ouais. Mais ça marche avec une gaffe plastique aussi, hein, ouais. sur les bateaux. Exactement. Sur les routes, ça marche aussi. Et c'est vrai que c'est bien. Franchement, 90% des poissons qu'on va perdre, c'est soit au départ, soit c'est à la fin, soit dans les moteurs. Sous le bateau. Ouais. Et Steve, c'est un très bon point que tu donnes. Hein. Le skipper, le mec qui est à la barre, franchement, c'est le rôle le plus compliqué. C'est ça. C'est le pire rôle. Parce que si tu casses, c'est de ta faute déjà. J'ai eu de la chance de le faire avec Nico. Il m'a dit tiens, celui-là, c'est toi qui vas. Et moi, j'avais comme expérience que la pêche en fait. Donc, gérer le gars derrière, ligner et tout ça. Mais un coup que tu es aux commandes, en fait, mais quand tu as terminé, parce que tu as toute l'attention du bateau qui est sur toi à te dire faut que tu avances, faut que tu recules, faut que tu repartes. Attention, ça repart pleine balle. Surtout au départ, c'est un peu. Ah bah c'est très compliqué. Ouais. Alors au popper, moi je conseille, si vous pouvez combattre les poissons devant, c'est mieux, c'est plus facile. Par contre au bromet, c'est mieux derrière, 3 quarts arrière, et le gars qui est à la barre, il a toute la vision, il est capable de toujours laisser le poisson à peu près 3 quarts arrière. Ouais. D'où le gars qui assure, la plupart du temps, c'est le relais entre le champ de vision du capitaine. La plupart du temps, il ne verra pas celui à la canne, surtout sur les bateaux cabines, hein, je parle. Et il va voir vraiment celui qui assure à l'arrière, parce que celui à la canne va être légèrement plus devant. Et pour l'indication du fil, c'est justement lui qui est censé donner les indications au barreur. Alors s'il y en a qui sont en semi-rigide, ça facilite beaucoup les choses parce qu'on fait le tour du bateau facilement, on peut plonger la canne sous le bateau, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup moins de casse sur les semi-rigides que sur les bateaux. Et le système de la gaffe, ça marche aussi pour l'arrière, hein, pour l'hélice. Hein. Nous, ça nous est arrivé plusieurs fois. On peut très bien mettre le fil dans l'eau. Quand le thon va faire un travers, on pousse la gaffe en dessous de façon à ce que ça prenne pas l'hélice. Hein. Ça marche aussi. Hein. Ça marche en l'air, comme il l'a dit, mais ça peut très bien marcher dans l'eau aussi. Alors ça c'est vrai uniquement pour les cannes à brommer parce que quand tu es au baudrier, ta canne elle fait 1m80 maximum, donc tu peux pas la plonger dans l'eau. Une canne qui fait 2m40 sur laquelle tu n'es pas forcément accroché, tu peux la plonger dans l'eau et ça peut passer sous la coque sans problème. Donc, ça fait partie des avantages que je disais tout à l'heure en spinning, plus de longueur. Et c'est vrai que quand le thon va faire un travers sous le bateau, ça permet de mettre la canne dans l'eau, on sait que le fil il va pas toucher en dessous. Sur le bromé c'est différent. Sur le trolling et le bromé, oui, c'est différent, on a moins de longueur, donc forcément on a plus de chances que le fil frotte sous la côte du bateau ou sous l'hélice. Et quand on est harnaché, en fait, quand on a le baudrier, on a la canne et tout ça, on est quand même fluidé dans le. D'où la personne qui assure derrière, c'est que la plupart du temps, on fait le travers, le rebord va être là, la plupart du temps, on est couché avec la canne en dessous. Hein, donc, sauf sur la chasse où ça va être un peu plus différent. On va pouvoir relâcher du moins la pression un peu plus facilement. Et jamais de mou. Jamais de mou. Jamais laisser de toujours avoir même une petite tension. Dès que le poisson revient, c'est le premier truc, c'est de récupérer un maximum de fil. Parce qu'il y a un moment où il va tourner, où. Ça arrive souvent de penser qu'on les a perdus. Ouais. Du mot dans la ligne, putain, ça y est, c'est fini. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut dominer le plus fort, le plus fort, le plus fort. Si jamais tu l'as perdu, bon, bah, tu verras qu'il n'y a plus rien. Et sinon, il faut reprendre l'attention le plus rapidement. Alors, quand il revient et que c'est mou, c'est pas mal de tenir le fil aussi. Parce que si ça repart et qu'on n'a pas tenu le fil, qui est tout mou et qu'on a mouliné une cinquantaine de mètres, si ça repart, c'est là où ça peut se prendre comme ça. Et de croire de l'avoir perdu, franchement, ça arrive, je dirais, une fois tous les 3 poissons. C'est hyper. C'est tout le temps qu'ils reviennent vers le bateau. Il y a des fois, il fait carrément demi-tour. Hein. Alors là, il faut rattraper tout le mou rapidement et puis il faut recréer l'attention tout de suite. Sinon, c'est parce qu'en fait, le poisson, il ne va pas tâtonner sur un macro vivant ou sur un chinchard ou n'importe quoi. Il va arriver pleine balle. Lui, il va le voir d'hyper loin, il va arriver, clouc, il mâche. Et dès qu'il va commencer à sentir que c'est crocheté dans sa bouche, comme on a des hameçons circle, ou principalement on pêche avec des hameçons, alors là c'est peut-être un peu gros, mais c'est pour donner un petit peu une idée. Il faut qu'il parte pour que l'hameçon ait le temps de venir sur le côté de la gueule et venir se mettre vraiment dans la commissure des lèvres et pouvoir rentrer vraiment dedans. Ça, c'est l'avantage de ces hameçons-là, c'est qu'ils viennent sur le côté de la bouche, quoi. Au contraire, un hameçon qui est comme ça, lui, il va piquer direct. Un hameçon qui est... Alors, ils sont beaucoup plus courts, ils sont plus discrets. Par contre, lui, il va piquer, ça peut être juste sur le bout de la lèvre ou un truc comme ça. Avec des tensions comme on a
moins avec des cannes qui sont assez souples, mais avec des cannes de broumé, on a tellement de tension qu'on peut arracher carrément la partie d'eau. C'est l'important avec les hameçons Circle, c'est qu'on est vraiment dans une partie qui est très très dure. Et on met 23, 26 kg de frein. Je vous mets au défi de sortir d'un moulinet 23 kg de frein, c'est impossible. Et pourtant, le poisson, il prend 500-600 mètres. Et c'est hyper important de le filtrer. Là, le thon, deux raisons. Un, on l'abîme moins quand même, si on veut le relâcher, c'est plus facile. Et deux, ça n'a pas des dents, c'est pas un barracuda, mais vous voyez que ça a quand même des petites dents. Un shock leader, même en 200-250 livres, qui va frotter pendant 2 heures ou 1 heure et demie sur les dents du thon, s'il a engamé, vous pouvez être sûr que ça lâche, certain. Donc hyper important de bien le piquer pour qu'il n'y ait aucun frottement sur le papier. C'est ça. Donc l'important c'est au démarrage, donc on a tout le temps une tension de frein quand on met les cannes. On va avoir la canne la plus loin, généralement on la met la plus profond, parce qu'elle va suivre en fait le broumé. Nous, le broumé part du bateau, les petits bouts de sardines, les sardimatiques, ce que vous avez, vont partir du bateau et vont aller jusqu'au fond. Donc la première canne qui est la plus loin, on va essayer de la mettre la plus profonde. Et après, d'être raccord, quoi. L'autre, on revient un petit peu au-dessus, et puis au-dessus. Et puis une aussi, sur la quatrième, des fois, on la laisse sans plomb, sans rien. Juste un maquereau à partir comme ça, ou des sardines. Sur 3 cannes, c'est la couleur du bateau et la combien du bateau? Alors, ça dépend justement de ton courant. Si tu Donc veux que ta en fait, c'est sardine... la première, excuse-moi, la première qui va déterminer les autres. Ouais, mais ça joue sur le courant aussi, parce que Ouais. quand tu balances ta sardine, si tu n'as pas de courant, elle va couler directement. Donc tu peux être sûr qu'à 50 mètres, allez, on va dire 40 mètres du bateau, elle c'est déjà au fond ta sardine. Alors si tu as beaucoup de courant, elle va mettre du temps. Moi, plus j'ai de courant, plus je mets la ligne loin. Mais même Ouais. c'est. Mais des fois, loin, c'est loin. Hein. Ouais, c'est ce que À j'allais loin, dire. ça peut être 80 mètres, 90 mètres, c'est vraiment très loin. Il y a des Si fois. tu as une dérive à 0,5 ou si tu as une dérive à 1,2 nœuds, ça va pas du tout être pareil. Non. Il va falloir, plus ta dérive avec le bateau est importante, plus il va falloir aller. Mais dans le sud, on les voit souvent en Méditerranée, les gars, leurs ballons ils sont à 20 mètres du bateau. Moi j'avoue que j'ai essayé, ça arrive que ça prenne, mais ça prend quand même assez souvent sur celle qui est plus loin du bateau. Et qui est, si tu as 50 mètres de fond, tu vas la mettre à 35-40 mètres vraiment sur le fond. La différence avec la Méditerranée, c'est qu'eux ils ont les profondeurs. Donc le thon, la plupart du temps, il va sonder. Au départ, il va sonder tout de suite. Donc on va perdre de la contenance, mais lui il va pas être au final très très loin du bateau, il va plutôt chercher la profondeur. Nous chez nous on a quoi, sur les zones où on va pêcher on a 40-50 mètres. Donc tout de suite le thon 50 mètres c'est dérisoire, il va prendre X mètres de fil, mais c'est plutôt sur la longueur. Donc et puis après faut calculer de façon à ce que faut que nos cannes soient péchantes. Voilà, faut qu'elles soient péchantes. Si on met 30 kg de sardines et puis qu'au final on n'a pas géré le calcul entre notre dérive et les sardines qu'on va et la distance des cannes, on ne pêche pas. Donc au final on jette des sardines au fond, on nourrit l'océan, mais on n'aura pas touché. Mais ce qui est hyper important, c'est vraiment à des profondeurs différentes. Donc quand il y a du jus, il ne faut pas hésiter non plus à mettre du plomb fort. Moi je suis monté jusqu'à 500 grammes de plomb pour être sûr que mon maquereau il soit à ma profondeur. Et donc la canne la plus loin, plus de plomb. Là on a pêché lundi, il n'y avait pas beaucoup de courant, il y avait 0,5, 0,6. Moi c'est des plombs de 150, 200 grammes. Par contre quand il y a 1,5, 1,6 de dérive, ça peut arriver. Là tu plombes fort. Mon baline il fait 10 mètres à peu près. J'ai un rolling, moi, j'ai un rolling, je le mets juste derrière le rolling, avec un élastique au-dessus. Ouais. Pour être sûr qu'il ne glisse pas vers mon maquereau. En fait, regarde, moi j'ai une agrafe, mais c'est un peu le même système qu'on a avec Nico. Quand tu as l'agrafe ici, l'hameçon, moi je le mets sur celui qui est, tu vois, pour que le rolling il soit dans ce sens-là. Le plomb, ouais. Le plomb, je le mets ici, devant. Pour que, en fait, si le maquereau il tourne, il va, si ça tourne, ça peut bouger. Comme ça, c'est pas brillé. Et le plomb, faut éviter tout ce qui est plomb à ailette. Du style, ça va être plus des plombs olives ou des trucs qui prennent pas dans le courant et qui tournent pas comme ça. Parce qu'autrement, tu le vois à 150 000, le truc ça tourne et si tu remontes une grosse boule, c'est nul, quoi.
Mais hyper important d'être vraiment dans toute la couche d'eau parce que tu sais jamais vraiment où ils sont, les poissons, tu sais jamais où est-ce qu'ils vont taper. Le plus gros qu'on fait nous l'année dernière, il prend sur la ligne volante qui n'avait pas de plomb, qui n'avait rien et il a pris à 15 mètres du bateau. Et ça Tu sais jamais. Et autrement, il y a aussi donc la ligne qui est la plus loin, qui va être à 30-35 mètres. Enfin, tout dépend où on est. Après, sur le secteur de l'île-Dieu, il y a 70 mètres de fond. Et puis aussi au cours, il y a 35, donc ta ligne ça, de fond, elle va être à 25 mètres. Quoi. Exactement, ouais. On va vraiment se mettre par rapport. Et un truc important, il y a aussi la thermocline sur le sondeur. On voit une petite démarcation qui est par rapport à la chaleur de l'eau, va être plus haute ou moins haute. On s'est aperçu. Il y a beaucoup de personnes dans les vidéos qu'on regarde et tout ça qui disent que sur cette thermocline, en fait, le thon vient se nourrir. Donc c'est important de mettre une canne au moins à ce niveau-là. Après, on met en bas, on met au-dessus. Ils peuvent chasser un petit peu où ils veulent. Tony, toi, tu pêches des fois avec des sardines. Ouais. Alors sardines, mais par contre. Bromé, hein. Ouais, mais En appât. pour en revenir du coup aux hameçons dont Steve il a fait, sardines, je les pêche avec des hameçons droits. Donc ce que j'appelle droit, c'est-à-dire une rampe plutôt droite en haut. Des petits. Voilà. Là, c'est prévu donc pour un ferrage. Par contre, le problème, c'est que ça marche très bien à la sardine morte. Par contre, le thon risque de plus l'engamer, d'où les hameçons circle qui vont, eux, la plupart du temps, piquer vraiment dans la joue. Mais effectivement, on peut pêcher la sardine. Par contre, les sardines, pas avec des circles. Voilà, ça ne se pêche pas avec des circles. Tout simplement, le circle, en fait, il tire son nom de deux choses. La première, c'est sa forme, puisqu'effectivement, il va avoir une forme courbée, donc circle. Mais c'est surtout, en fait, ça a été appelé comme ça, c'est surtout le mouvement qu'il va faire. Donc ça, c'est valable en surfcasting, c'est valable. C'est un hameçon qui est libre, donc son appât n'est pas dessus. Voilà, le fait de mettre un appât dessus, déjà, ça va couvrir la rampe de l'hameçon. Ou de faire ce qu'on appelle un gigot, en fait, une sardine entourée. Il ne va pas faire son mouvement naturel et en plus il va couvrir la hauteur de la rampe de l'hameçon, donc il n'y a pas de piqué, il n'y a pas un pourcentage de réussite sur le piqué qui va être optimal. Que la plupart du temps, quand il est libre, en général ça pique automatiquement dans la lèvre. C'est rare quand il va l'engamer sur un circuit. Voilà. D'où ce qu'on disait tout à l'heure, pour favoriser la relâche des poissons, plutôt le circle. Mais ça peut, on peut pêcher en sardine, ça marche. Et les sardines, par contre, au bout d'un certain, j'ai envie de dire, si le courant est trop fort, sur de la sardine morte, elle aura tendance à tourner. Ouais. Si on a vraiment des gros, on pêchera plus au vivant. C'est vrai que ça se désagrège aussi un petit peu plus avec le courant, avec le poids qu'il y a dessus, ça se désagrège un peu plus. Mais là, il y a 2 ans, le concours, on fait que de la sardine parce qu'on avait du mal à trouver, tu y étais dessus. Et on a énormément de mal à trouver les macros, personne ne les trouvait, et on a dû pêcher à la sardine, et on a réussi à gagner le concours en pêchant à la sardine. Ça marche très bien. Mais c'est vrai que la plupart du temps, un 200 kg qui est en gamme un truc comme ça, il va tirer avec sa gorge, il ne va pas tirer avec sa bouche. Donc le temps de combat pour un 200 kg va pouvoir être de 45 minutes. 40 minutes, c'est dérisoire pour un 200 kg. Par contre, un 200 kg qui l'a pris dans la lèvre, il n'y en a pas pour 45 minutes, il y en a pour un petit peu plus quand même. Voilà. Donc, mais ouais, ça marche très bien avec ça vaut le coup d'essayer, ils ont raison. Hein. Sur le choix des appâts, moi je reste quand même persuadé que le mieux ça reste le macro, un gros macro. Moi, je trouve que j'ai plus de réussite quand même avec les macros. Là lundi on avait 4 cannes, 3 chinchards, 1 macro. Bon bah, ça a pris sur le macro et ça a pris sur un macro qui faisait je sais pas 35 cm. Donc, et c'est un poisson de 50 kg, donc c'est un petit poisson. Donc il ne faut pas avoir peur de mettre des gros vifs. Si jamais on va faire des vifs sur Rochebol et qu'on se retrouve avec des macros espagnols ou des chinchards qui font quasiment 1 kg, mettez-les, franchement ça change strictement rien. Ouais. La sardine, ça peut effectivement marcher, ça vaut le coup de changer ou d'avoir une canne à la sardine sur les 2 ou 3. Il y a une petite histoire, il y a 2 ans, on était avec Steve, on était sur le Simcourt et les thons étaient littéralement sous le bateau. Ils étaient 50 cm sous le bateau et pendant 20 minutes ils passaient. Moi j'avais mon macro, je leur mettais sous le nez, ils n'ont jamais pris. À un moment donné, je vire le macro, je mets une sardine qui était dans un état mais catastrophique, je la pose dans l'eau et il y a un thon de 200 kg qui saute dessus, alors qu'il ne voulait pas de mon macro, il ne voulait pas de mon chinchard, il voulait strictement rien. Donc ça vaut vraiment le coup d'essayer, ça dépend de ce qu'ils mangent et dans l'état dans lequel ils sont. Et aussi, il ne faut pas confondre broomer et leur donner à manger. Il y a un moment, il ne faut pas partir à envoyer des sardines, puis tout d'un coup on arrête. Il faut que ça soit en continu. Et il faut que ça soit juste leur donner de l'appétit pour venir manger. Parce qu'on a vu quelques fois, ils remontent et ils sont juste sous le bateau. Et on a les cannes qui sont à 23 000. Quoi. Donc
Ça, c'est. Une question. Entre équipiers, le passage de canne au combat, il faut 2 baudriers, comment c'est C'est mieux dans l'idéal. C'est mieux. C'est un peu chaud. Alors nous, ce qu'on faisait, on n'avait pas acheté de baudrier les premières années, on avait un tout petit baudrier d'attente, un gars qui prenait la canne, il combattait pas, il attendait que l'autre s'équipe et ensuite on repassait la canne. C'est ça. Ouais, c'était Parce que c'était compliqué. c'était un peu chaud. T'as l'écran là, et si tu le cales pas dans quelque chose, tu t'arraches la jambe. Après, ça va encore sur celle-là parce que c'est une trolling, mais talon droit. Donc avec un petit baudrier entre guillemets d'attente, comme disait Nico, on va quand même pouvoir. C'est assez rapide. La griller un petit peu. Ah non, là c'est pas lourd. Et c'est vrai que sur une crawling talon coudé, on peut pas en mettre sur un petit baudrier d'attente, c'est vraiment compliqué. Donc en général, on a fait ça une année. L'année d'après, on a dit on va acheter un deuxième baudrier, mais on a fait à l'économie, on a acheté un baudrier merdique. Premier poisson, les 2 fixations, ils ont sauté en Ils ont explosé. d'où la pêche, on n'est pas sur du low cost. Non, Il faut prévoir un petit peu, c'est vrai que c'est cher, mais il faut prévoir un petit peu. Mais dans l'idéal, 2 baudriers, ouais, c'est mieux. De toute façon, après, normalement, dès le départ, c'est comme ça qu'on fonctionne la plupart du temps. Dès le départ, on sait qui va être en premier, qui va être en deuxième, qui va être en troisième. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La plupart du temps, Voilà. déjà, on s'est mis en action de pêche, on a lancé les cannes. Normalement, la première personne qui va prendre la canne, elle est censée avoir essayé son baudrier. Au pire, la plaque qui est devant, il la met pas, mais il peut garder le baudrier sur lui pour être plus agréable dans le bateau. Mais par contre, lui, quand il y a le départ, il a juste à normalement crocheter sa plaque à l'avant, il est en action de combat. Voilà. C'est pas lui qui va à la canne, enfin, il sera devant, mais la plupart du temps, c'est le gars qui assure, qui va venir lui accrocher la canne. C'est pas lui qui prend la canne, qui accroche sa canne. Voilà. Lui, à la limite, on va lui donner la canne dans les mains, il s'occupe uniquement de sa canne. Voilà. Ça s'arrête là. Après, c'est le gars d'à côté qui va s'occuper de le sécuriser. En général, si c'est moi à côté, je lui tire sur un harnais, je lui tire sur toutes les sangles. Il est sanglé, il est comme un saucisson. Puis, non, mais c'est ça. Après, tu sais, des fois, tu sais, mon baudrier il est prêt, et au final, il l'a mis, il a l'envers ou machin. Ah non. Ouais, non, C'est arrivé tellement de fois où c'est pas serré. Donc du coup, il se retrouve avec le baudrier qui est à moitié là. Je lui dis, mais tu vas pas faire tout le combat comme ça, c'est pas possible. Et il ne faut pas oublier qu'en fait, on a beaucoup plus de force dans les jambes que dans les bras. Donc, ce que je disais tout à l'heure pour les surchasses comme sur trolling, c'est qu'on a les bras tendus et c'est vraiment au moment où on va récupérer comme on n'a pas de guide fil, on a tout le temps cette main-là qui va guider le fil de droite à gauche pour vraiment que ça prenne bien parce qu'à tout moment il peut repartir. Donc il faut bien ranger son fil quand on l'a. Et l'action c'est vraiment, on se baisse, donc je suis pas très souple. Le dos il baisse, le dos est vraiment, donc ça tire, le dos, et il va pas. hop on reprend. les bras travaillent. C'est vraiment, les bras sont tendus pour tenir vraiment la canne, mais c'est vraiment les jambes. C'est vrai qu'après le spinning, on va avoir tendance sur le combat, on est plus en arrière du dos la plupart du temps. Quand le pont il est en plein rush, on va avoir tendance plutôt à aller chercher beaucoup plus. Et c'est là que le dos il prend cher. D'où tout à l'heure ce que je disais, faire du spinning en broumé, 6 heures comme ça sur un ton, faut quand même des gars qui tiennent un peu le coup parce que sinon ça marche pas. Donc faut se donner du confort sur du trolling, c'est carrément mieux. Parce que c'est nous, notre expérience, qu'on a vu que les bras, au bout d'un moment, on est dans le. En fait, on subit, on n'a plus aucun plaisir. C'est arrivé pas mal de pêcheurs où, au bout d'un moment, ils ont juste envie de donner la canne parce qu'ils en peuvent plus, quoi. Ils sont, alors que s'ils font un petit rush et le dialogue, on dit tiens, j'ai besoin d'eau ou un truc comme ça, le mec qui est derrière va chercher de l'eau, il est à 100% pour le pêcheur. On est tous l'équipage, on est à 100% pour le pêcheur, mais on garde tout le temps un œil sur le mec au poste de pilotage, sur le poisson, sur le fil. Enfin, c'est vraiment un truc d'équipe. Et quand on monte le premier à bord, c'est une explosion de joie, un truc de fou, quoi. C'est ce qu'on cherche. Donc, le départ, c'est souvent un moment de panique. C'est normal, tout le monde est excité, c'est incroyable, ça fait du bruit. Et je pense que justement de ne pas paniquer, c'est ce qui fait la différence au début. Il faut que chacun ait un rôle. S'il y a 3 cannes à l'eau, il y en a un qui va remonter la canne de devant, l'autre la canne de derrière, celui qui broume il arrête, il y a un gars qui va mettre le contact parce qu'il va falloir démarrer aussi. Et chacun doit avoir son rôle. C'est pas une pêche qu'on peut faire franchement à 2, 3 à la limite, mais c'est presque limite 3. Ce qui est idéal c'est 4.
Et chacun a son rôle, chacun fait son truc. Là, ça dépend des bateaux. Le départ, pas de panique, on laisse la canne dans le porte-canne, il y a du frein, le poisson y part, pas de souci. Le temps qu'on range tout, on s'installe, le gars qui va combattre s'équipe et ensuite on démarre le combat. Il y a des bateaux où on va pêcher à 3 cannes uniquement à l'arrière, donc déjà il y a moins de cours sur le bateau. Tout le monde est à peu près dans le même coin, mais il y a des bateaux où on va pêcher à 4 cannes sur le latéral. Voilà, donc après, c'est comme il disait, c'est un jeu d'équipe. Si par exemple Nico il est désigné on sait désigner pour qu'il soit le premier à la canne, c'est pas lui qui va chercher la canne devant le bateau pour la ramener. En général, lui, il s'équipe, il vérifie son baudrier. C'est moi qui vais chercher la canne à l'avant, qui lui ramène la canne. Voilà, pendant que les autres, ils ramènent les autres lignes, et ensuite on l'installe, on le sécurise, et après, voilà. Une fois qu'il a sa sécu derrière, ou soit qu'il est attaché, comme il disait, par un harnais, soit qu'il a une personne qui le sécurise, bah voilà, après il n'y a pas besoin de se précipiter. Pour rebondir du coup sur le deuxième baudrier, c'est pareil, au début il n'y a pas besoin d'avoir les deux personnes qui sont prêtes avec les baudriers, parce que des fois ça change en plus l'organisation sur le bateau, l'autre qui devait passer en 2, il passera en 3, et puis vice versa. Voilà. Donc t'as le temps, le premier il est à la canne, il sait que dans 5 minutes, bon, il ne va plus pouvoir trop tenir, bah, là dans ce cas-là on va préparer le deuxième, voilà, avec son baudrier, puis le changement il se fait automatiquement beaucoup plus facilement. Que s'il y a, si le premier à la canne, on n'a qu'un seul baudrier, il va falloir lui enlever. Voilà, donc là déjà en sécu on n'y est plus trop, et puis après il va falloir équiper le deuxième, donc c'est un peu de perte de temps. Ouais, c'est vraiment la sécurité. Perte de temps, perte de sécu. La sécurité avant tout. Après, pour le léchage des macros, on met des élastiques entre l'hameçon et le macro. Alors on a des petites aiguilles à locher, des trucs de rivière, où on vient mettre donc on vient projeter, on essaye de prendre le poisson, de le mettre comme ça, le macro, et il a 2 trous au niveau, juste avant les yeux, au niveau des narines. On passe l'aiguille dedans, donc ça va faire comme ça en gros, hein. Tac. On vient, et on a donc les deux parties qui sortent de chaque côté. Après, avec l'hameçon, je vais prendre quoi? Je vais prendre ça. Hop. Je vais bien préparer le truc avant. On prend dans une boucle, dans l'autre boucle, on tourne. Et on vient rechercher de derrière. Claque devant comme ça. Alors je le tiens, mais sur un macro, ça va tenir. Il sera comme ça, et c'est tout. L'élastique, il tient juste quand le thon va prendre, les 3/4 du temps, il va prendre directement avec l'hameçon, enfin, il n'y a pas de problème. Qui se vendent. Ouais. Alors là, pourquoi l'avantage de l'élastique, c'est que ça va empêcher qu'il saigne, ça va boucher en fait, et c'est surtout ça. Donc ton poisson, C'est élastique. un macro d'1 kg ou 800 grammes, c'est quand même assez puissant, mine de rien. Et quand ça fait des petits rushs, bah moi je trouve que la partie métallique de ce montage-là, ça peut leur arracher. Et donc là, tu pêches, ta ligne elle est la plus loin, tu as mis une demi-heure à la mettre en place, et tu n'es pas certain que ton macro il soit encore là. Donc ça c'est quand même Après tu rajoutes aussi quelque chose devant le vif. Voilà, après est-ce que c'est pertinent? Non, je l'ai toujours. C'est bien parce que tu t'embêtes pas. Donc tu les fais, tu piques, mais moi aussi. Non, parce qu'en fait, direct, il meurt assez rapidement. Tu les abîmes, hein. Ouais. Même que si tu le prends derrière, ou ça les abîme. Après, moi je te dis ça, François avec qui je pêche aussi, il les pique dedans. C'est un choix de chacun. Mais comme dit Nico, au bout de 2 heures, si tu te poses la question pour savoir si le dernier... parce que ce qui se passe, c'est que s'il y a un problème sur la canne qui est complètement au bout, il faut ramener toutes les autres. Donc ça met du temps, puis là on commence à être dans les complications. Le macro notamment, alors le chinchard ça marche mieux, c'est quand même plus solide. Ouais. Le macro c'est un poisson qui est hémophile, c'est un poisson qui est issu de son sang. Si vous avez un macro dans le vivier qui saigne même un tout petit peu, le mettez pas en vif, le mettez surtout pas parce qu'il va être mort dans, dans une heure. Ça, et moins vous les touchez en fait, moins vous touchez les macros, mieux c'est. Quand vous avez la mitraillette qui arrive, alors il y en a certains qui écrasent les ardillons pour pouvoir le mettre juste au-dessus du vivier.
on tourne avec un petit bout de fer et clac, il tombe dedans. On les touche pas du tout parce que dès qu'on va retirer le mucus, ils vont commencer à être moins frais, quoi. Donc pour ceux qui ne savent pas, le montage qu'il a montré, c'est un Carolina, un montage Carolina. Donc vous le retrouvez sur internet, il n'y a rien de plus simple à faire. Ça peut se faire avec des l'élastique. Ils font avec de la tresse. Moi je le fais avec de la tresse. Ça peut se faire avec le no stone de la marque Stonefo, mais par contre ce sera métallique. Et c'est vendu au comptoir, hein, vous en trouvez par 2 ou par 3. Voire même ils peuvent même vous faire les montages directement sur hameçon. Voilà, mais après ça fait quelque chose de lourd. Moi je trouve que c'est bridé. Là c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus. Et puis ça le déchire pas. Et donc après on se retrouve donc avec un hameçon circle totalement libre devant son macro, c'est pas piqué dedans. Voilà, ça va être juste sur son naseau et l'hameçon il est totalement libre. Ce qui garantit donc, du coup que le circle en fait fasse son travail et il va se piquer vraiment dans le côté de la mâchoire. Alors, du coup il y a un truc qui peut arriver malheureusement avec ce montage, et c'est le seul problème, c'est qu'on peut se faire voler des macros. Un ton qui arrive à pleine vitesse et qui prend le macro sans prendre l'hameçon, il arrache l'élastique, et dans ce cas-là, tu n'entends rien. Alors souvent, il y a un petit départ, ça fait un vut et ça s'arrête. On peut dire, un requin, on sait pas trop. On a tendance à le laisser. Alors si c'est parti, relever tout de suite parce que c'est sûr qu'il n'y a plus rien, le ton il est arrivé, il a tout piqué. Donc après, du macro, on va partir. Moi, j'aime bien mettre 3 brasses. En gros, ça revient à peu près à ce que tu disais tout à l'heure, avec le plomb. Et après, ben, on a alors il y a plusieurs trucs. Moi, je suis pas très écolo là-dessus. Hein. Je mets des ballons. Il existe des bouées qui sont déjà avec des pinces. Ça, c'est bien. Par contre, il faut les sécuriser quand même avec un petit élastique. Parce que si vous avez un thon qui vient manger, ou pas un thon, un requin qui vient casser l'hameçon, et ben, ça va décrocher la bouée. Et après, quand on la ramène, ben, ça passe à travers le gros anneau qui leur sert. Donc, j'en ai pas de. C'est vrai que l'avantage du ballon, c'est que bon, bah, même s'il éclate pendant la pêche, c'est pas ça qui va trop gêner. Mais par contre, le fait qu'il y ait un flotteur comme ça, si on le perd, on a un flotteur à 20 balles qui s'en va, donc en général après, bon, il y en a qui veulent remonter les câbles pour aller rechercher le flotteur, enfin il n'y a pas de pertinence. Les nouveaux flotteurs, ils sont pas mal foutus. Ouais, après normalement il y a une pince similaire aux pinces de traîne, ça tient normalement relativement pas mal. Un long fil qui vient buter contre le D'accord. plomb, c'est parfait. Tout comme les plombs, il y a le Moi, système j'avais avec même l'élastique, des volants terroristes qui venaient, ils piquaient dans les ballons. Même les peaux bleues. Oh, putain, mais c'est pas vrai. Des peaux bleues qui viennent les bouffer aussi. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on peut Les dire ? ballons, peut-être juste sur ça.